Gestion de la vapeur d'eau, isolation thermique par l'intérieur. Donc a priori, c'est une problématique d'isolation thermique par l'intérieur. Donc voilà ce qui se passe dans une isolation thermique par l'intérieur. Vous avez votre isolant, et la chute de température, elle se fait là. Par contre, la vapeur d'eau, elle n'est pas arrêtée là. Donc les deux courbes qui ne se croisaient pas tout à l'heure, là, elles se croisent. Donc là, a priori, il y a un risque de condensation. Donc on se dit, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Et quelque part, cette erreur-là, on l'a fait il y a 30 ans. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ben, c'est tout simple. Pour qu'il n'y ait pas de problème de condensation dans notre mur, il suffit d'empêcher la vapeur d'eau de traverser. En isolation thermique par l'intérieur, la température en aval de l'isolant est trop basse, de l'eau de condensation va se former souvent à l'interface entre le mur et l'isolant, donc on va mettre une membrane qui empêche la vapeur d'eau de rentrer dans l'isolant, et il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle le pare-vapeur. Et vous voyez avec le pare-vapeur, avec la méthode laser qui est simplifiée, mais qui nous laisse un bon visuel, on voit finalement que les deux courbes ne se coupent pas. Donc, il n'y a pas de problème de ventilation. Donc, la conclusion, c'est, en isolation thermique par l'intérieur, les risques sont faibles si on empêche la vapeur d'eau de rentrer dans le mur, d'où le besoin d'un pare-vapeur. Et c'est ce que nous disent les documents de référence en France. Ils disent un pare-vapeur, pour l'ossature-bois, ils disent un SD de 18 mètres minimum. Donc on ferme, il n'y a rien qui rentre dans le mur, donc il n'y a pas de problème. Sauf que ça, c'est quand on est dans son bureau avec son ordinateur. La réalité de chantier est autre. En théorie, car c'est oublier qu'une enveloppe totalement hermétique à l'air, à l'eau et surtout à la vapeur d'eau est quasiment impossible à réaliser, surtout en rénovation. C'est-à-dire que sur le papier, ça marche, sur chantier, ça marche pas autant que ça. Et je vous souvenez tout à l'heure de l'exemple du tamis, je vous ai dit que c'était beaucoup plus facile à arrêter de la vapeur d'eau, de l'air, que de la vapeur d'eau. Et vous voyez, si vous avez commencé à travailler et à faire tester les bâtiments sur lesquels vous travaillez avec des tests d'infiltrométrie, ben vous voyez déjà que l'air, qui est sacrément plus facile à arrêter que la vapeur d'eau, eh bien on a du mal. Donc c'est quelque chose qui, en théorie, fonctionne, mais en pratique, on sait ce qu'est un chantier. En tout cas, moi j'ai 10 ans d'expérience de chantier, je sais que c'est de la théorie, mais la pratique n'est pas respectée. Alors, pareil, certains parlent de tolérance à l'erreur pour éventuellement disqualifier une technique, un matériau. Si on vous dit, mon matériau, il est génial. Ah oui, mais quand même, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. Et si vous oubliez ça, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle la tolérance à l'erreur. Voilà. Un chantier, c'est un chantier, ça sera toujours un chantier, même si on améliore chaque fois notre compétence dans la mise en œuvre des matériaux. Mais s'il y a un système qui ne marche que s'il y a 25 conditions difficiles à respecter, eh bien, il y a des personnes qui parlent de tolérance à l'erreur et qui disqualifient. Donc, il y a pas mal des pays étrangers qui ont disqualifié la solution du pare-vapeur en disant c'est une solution qui théoriquement marche, mais sur chantier, on ne sait pas la mettre en œuvre. Entre autres, regardez, avec un pare-vapeur, le passage de la vapeur d'eau étant impossible, quand le pare-vapeur est bien posé, elle ne peut pas passer, et il y a la pression de vapeur d'eau, donc elle va essayer de rentrer par tous les trous. Donc c'est souvent derrière les prises électriques, des endroits où il y a une discontinuité du pare-vapeur, mais regardez sur mon dessin là, c'est dans la dalle aussi. Parce que dans la dalle, la vapeur d'eau, elle se promène un petit peu, moins que à travers une laine de verre, mais elle migre quand même. Et puis, regardez, j'ai dessiné de l'eau où il y a condensation, mais il y a aussi l'eau qui remonte éventuellement par capillarité, qui est dans le mur, parce qu'on n'isole pas que des murs en béton de 20, comme notre exemple là. Donc, avec un pare-vapeur, le passage de la vapeur d'eau étant impossible, elle privilégie les points faibles de l'enveloppe, et il y en a, malheureusement. Une fois dans la paroi, elle s'additionne à l'eau déjà contenue dans les matériaux et aux éventuelles remontées capillaires. En été, la paroi n'a pas la possibilité de sécher côté intérieur, car l'humidité est piégée par le pare-vapeur. C'est-à-dire que, il faudrait, ça marche s'il fait complètement son boulot l'hiver, et s'il fait mal son boulot l'hiver, il faudrait qu'il soit quelque part ouvert pour que l'été, ça puisse sécher côté intérieur. Alors,
quels sont les bâtiments où il y a un risque particulier? Eh bien, les risques sont particulièrement importants sur le patrimoine en terre, parce que la résistance mécanique d'un patrimoine terre dépend de son taux d'humidité. Un patrimoine en pierre ourdé à la chaux ou un patrimoine en briques de terre crue ou en béton, je dirais qu'il soit très humide ou pas humide, la résistance mécanique est la même. Mais dans le patrimoine terre, il faut faire particulièrement attention. L'autre domaine dans lequel il faut faire particulièrement attention, c'est quand vous avez du bois dans ces endroits un peu fermés. Donc c'est les nœuds de poutre, mais c'est aussi le colombage. Donc il y a des patrimoines qui sont plus sensibles à d'autres sur ce sujet-là. Les risques augmentent sur les murs sans coupure de capillarité, parce que s'y additionne la capillarité qui rentre du mur, du bas. Les risques augmentent en cas de forte isolation. Et pourquoi jusqu'à maintenant on n'a pas trop de problèmes? C'est parce qu'on ne scotche pas du tout les pare-vapeurs, et puis que la porte de secours, elle est quand même ouverte l'hiver. Et vu qu'on isole, on ne surisole pas, on met jusqu'à 8-10 cm, eh bien les risques sont moindres. Mais demain, en mettant 15-20 cm côté intérieur, et en scotchant mieux nos pare-vapeurs, eh bien finalement, on va avoir, soit on les scotche à la perfection, soit on les scotche pas à la perfection, et